Bon, partout, ça peut être en Afrique. L'Amérique du Sud, bah, ça commence à bouger, le Proche-Orient, etc., etc. Donc le monde entier en ce moment est dans une phase, c'est une guerre pas mondiale, mais une situation de guerre mondialisée. C'est un peu différent. Ensuite, vous pouvez avoir, notamment dans notre pays, nous la France, un processus euh, qui, euh, con- qui pourrait conduire à une forme de guerre qui serait à la fois civile, ethnique, raciale, religieuse, avec des dégâts gigantesques. Avec des dégâts gigantesques. Ça, c'est possible. On n'y est pas. Mais il faut dire que nos politiciens, involontairement, parce qu'ils ne sont pas tellement futés, hein, font tout ce qu'il faut pour qu'on y arrive. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur de m'entretenir avec le général Didier Tauzin. Bon général, bonjour. Monsieur, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je ne sais jamais parce que comment m'adresser à un général, puisqu'en Suisse, nous avons tout ce qu'il faut, mais on n'a pas de généraux. Ah oui, oui. Dans notre petite armée de milices, nous avons au terme jusqu'au brigadier. Et, Oui. et avant ça, on a des colonels, on a des majors, on a tout ce qu'on veut, mais on n'a pas de généraux. Donc, mon général, Et bien. le brigadier est un général. Et chez nous, il est juste c'est juste en dessous chez nous. Voilà. Mais D'accord, c'est vrai que dans un autre pays, ce serait, je crois, général de d'accord. brigade, c'est ça? C'est ça. Écoutez, en fait, nous n'allons pas parler beaucoup, quoique vous avez une vie, évidemment, sous les drapeaux qui est fascinante. J'ai lu votre livre Apprends-lui à aimer la France à en crever, qui est en fait qui sont vos mémoires, qui est un livre formidable. Comme je vous le disais juste avant de démarrer, c'est rare que j'ai le temps même et la passion, parce que malheureusement, on est pris de lire un livre pratiquement d'une traite. Je l'ai lu en pratiquement une nuit, donc quand même pas quelques heures. Et j'ai trouvé passionnant, car je suis moi-même passionné d'histoire, bien que ce n'est pas le thème de cette chaîne. Mais voilà, vous nous renvoyez à 14-18, vous nous renvoyez à 39-45, à l'Indochine, à l'Algérie. Il y a énormément, et surtout, euh, continent qui est proche de mon cœur, là où j'ai beaucoup travaillé, l'Afrique. Et peut-être en quelques mots, euh, vos origines sont de famille, et les gens, les jeunes surtout qui nous écoutent, ne se rendent pas compte à quel point c'était dur la vie en France avant-guerre et même juste après-guerre. Je crois que oui, ils ne peuvent pas se rendre compte. Mes grands-parents maternels étaient tous les deux, et bien sûr tous les deux, des petits agriculteurs vendéens et qui ont émigré en Sud-Charente parce que la propriété vendéenne était trop petite pour nourrir les 8 enfants. Quant à mes grands-parents paternels, ils ont été abandonnés à la naissance, tous les deux, abandonnés sur le parvis d'une église, n'est-ce pas? Et puis, ils étaient métayers et totalement analphabètes, hein. Ils ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter. Métayers, le métayage étant juste au-dessus du servage et de l'esclavage, quoi. Mhm. Et ça, dans les années. Mon grand-père paternel est mort en 40, ma grand-mère en 36. Voilà. Donc, oui, c'est des petites origines, toutes petites origines. Et alors, c'est l'ascenseur social. Tout à Hein, qui fait, a- et c'est important de le rappeler parce qu'il y a eu, je suis quelqu'un qui aime bien, châtie bien, de ma modeste petite hauteur, Euh, on a tendance à beaucoup critiquer, surtout dans un milieu, le milieu qui n'est pas au pouvoir aujourd'hui, on va dire, de critiquer ce beau pays qu'est la France, mais il faut rappeler à quel point c'est un pays extraordinaire qui a permis, en tout cas pendant une certaine période, pendant peut-être un siècle, une progression, un ascenseur social, comme vous dites, absolument incroyable, par une éducation qui était probablement une des meilleures du monde, ou si ce n'est la meilleure du monde pendant longtemps. C'est plus le cas aujourd'hui. On en parlera. c'est Euh, clair. et donc, ce livre est un hommage. J'ai trouvé que c'est un livre très touchant. C'est un hommage à votre père aussi. Euh, Aussi, vous aussi. parlez beaucoup de lui, et ça a dû être quelqu'un de sévère mais juste, mais qui a beaucoup bourlingué, qui a beaucoup vu, et probablement des choses assez difficiles à travers le monde. Euh, Qu'avez-vous appris? Quelles sont les leçons les plus importantes de vie que vous avez reçues de votre père?
Ah, d'abord l'engagement. Ça a engagé d'ailleurs le titre de ce livre, n'est-ce pas? Hein, il est sorti d'une lettre qu'il a écrite à ma mère juste avant de sauter sur Dien Bien Phu, le 30 avril 1954. Je saute ce soir sur Dien Bien Phu, je vais me faire tuer, fais de mon fils un officier et apprends-lui à aimer la France en crever. Voilà. Donc le titre de ce livre est un hommage à mon père. Il m'a appris beaucoup, vraiment l'engagement. La droiture aussi, et puis l'amour de la France. L'amour de la France. Je crois que ce sont les leçons essentielles qu'il m'a apportées. C'est déjà pas mal. Oui, c'est une époque difficile. Le- pour revenir à votre carrière, donc vous êtes Saint-Cyrien, hein, vous êtes démarré Saint-Cyr en Oui. 71, l'année de ma naissance, donc ça donne justement le décalage générationnel. Et vous avez ensuite rejoint le premier RPIMA dont vous avez commandé. D'ailleurs, la photo la photo que vous avez en troisième couverture juste avant votre départ pour le Rwanda en 94. On voit que voilà, il fallait pas trop plaisanter avec vous non plus. C'est très bien. Et votre carrière militaire, justement, qu'est-ce que vous en avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu de cette très longue, de cette vie au service de la France? Ah, que le commandement est un service. D'abord, le commandement est un service. Ensuite, si vous voulez, l'amour des hommes, des hommes. Mes soldats, je pleurais souvent, je pleure encore souvent à l'idée des quelques-uns que j'ai ramenés entre quatre planches, parce que malheureusement, ça fait partie du métier, n'est-ce pas? Et puis, l'amour de l'Afrique, parce que c'est surtout en Afrique que j'étais en opération, mais quand même aussi ailleurs, par exemple au Moyen-Orient. Mhm. Euh, et puis, euh, et puis aussi, je dirais, une défiance de plus en plus grande que mon père m'avait apprise d'ailleurs, lui aussi. Une défiance de plus en plus forte à l'égard de ceux qu'on appelle les politiciens, qui en fait n'ont rien de véritables hommes politiques. Voilà. Mhm. Et j'ai fait tuer des garçons par, euh, pour obéir à des ordres ineptes que j'ai reçus et je ne pouvais pas, si j'avais eu toute la connaissance entière de ce qu'il y avait derrière, j'aurais désobéi. Je l'ai fait d'ailleurs deux ou trois fois, mais sur des sujets un peu mineurs. C'est ça l'essentiel de ce que j'ai appris, si vous voulez, bien sûr, l'amour de la France, ce qui m'a conduit jusqu'à l'engagement politique, parce que aujourd'hui la France est elle part en vrac, elle part en vrille, n'est-ce pas? Et donc, je me suis engagé politiquement aussi à cause de ça. Alors, ça me lance sur un sujet qui va toucher ces trois points dont on vient de parler. Votre père est passé par les SAS, par cette unité hétéroclite Special Forces. très originale dans les années 40, Oui, créée par Sterling, je crois, en Égypte, Sterling, David Sterling. et qui a amené votre père à ensuite être parachuté en France autour du débarquement C'est ça. et donc, une des particularités de cette troupe spéciale, et même d'élite, au bout d'un moment, qui existe encore aujourd'hui, c'est d'avoir des manières de faire, en tout cas à l'époque, des manières de faire qui ne respectaient ni forcément les codes de la guerre de l'époque, et ni les règles, et certainement pas la hiérarchie et les ordres bêtes et méchants. C'était une unité qui cherchait l'efficacité, qui cherchait... voilà, il faut gagner la guerre par tous les moyens. Comme on dit dans l'infanterie suisse, toujours tricher, toujours gagner. Néanmoins, l'armée est en général, en tout cas l'immense partie de l'armée, fonctionne sur la hiérarchie, sur les ordres, et nous entrons dans une période où peut-être cette manière de faire, plus ordonnée, plus hiérarchique, est moins efficace. Comment vous voyez ce paradoxe? Est-ce qu'il y a des rôles pour chacun, ou est-ce que vous voyez qu'il faut avoir un esprit différent aujourd'hui pour être militaire que certainement en 1940 ou pendant votre période d'active? Il est clair les choses ont beaucoup changé, hein. D'ailleurs, quand je suis entré premier PIMA, qui est l'héritier des SAS, hein, des Special Services, c'est l'héritier. Mon père est venu, bien sûr, à la prise de commandement, et puis quelques temps après, à la prise de commandement, non, c'était en 74, donc c'était pas la prise de commandement, il est venu au régiment, qui était son ancien régiment, il avait été lui-même en garnison à Bayonne, et quelques temps après, il me dit, bon, ce n'est plus mon armée. Donc les choses avaient déjà beaucoup changé depuis son départ à lui, 15 ans plus tôt, 10 ans plus tôt.
Alors, ceci étant, les SAS euh, fonctionnent à peu près comme le reste de l'armée. Il y a une hiérarchie, il y a des ordres, il y a le sens du service, etc. Mais il y a une formation tout à fait particulière et il y a très souvent, par exemple, moi j'ai fait pas mal d'opérations clandestines. Donc, ma deuxième opération, j'étais jeune lieutenant, je n'avais pas une formation encore très développée. Je suis parti aux ordres d'un adjudant, parce que lui avait comment dire, maîtrisait beaucoup mieux les techniques. Bon, après, c'était la seule opération dans ce sens. Mais on a le même esprit, si vous voulez, mais avec une culture différente. Par exemple, si vous voulez, quand j'étais colonel le chef de corps du 1er PIMA à Bayonne. Je suis parti donc 4 fois en opération. L'effectif maximum avec lequel je pouvais partir, c'était 50 hommes. Parce que le régiment était, il n'y avait pas des effectifs opérationnels très nombreux. Nous avions en permanence une vingtaine d'opérations partout dans le monde. Et puis aussi parce que c'était ainsi, ça fait partie de la culture, mais avec 50 hommes, on faisait énormément de choses. Par exemple, vous l'avez lu, au Rwanda, nous étions 67 parce que j'ai récupéré un détachement qui était sur place déjà. Eh bien, nous avons arrêté Kagame avec 18 000 hommes à 67. Hein. Et j'aurais d'autres exemples comme ça. C'est-à-dire que nous avons des techniques, des savoir-faire qui sont poussés au maximum. Un caporal-chef au 1er PIMA, il a pris le commandement d'une compagnie à 180 hommes au Rwanda. Ce qu'un caporal-chef d'un régiment normal ne peut normalement pas faire parce qu'il n'a pas les techniques, il n'a pas appris tout cela. Voilà. Non, tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose ce qui me rend curieux dans ce paradoxe de guerre non conventionnelle et à la fois justement le slogan des SAS, c'est Who dares wins, qui ose gagne. Chose Euh, gagne. Hein. c'est comment ça se lie avec l'éthique que vous avez enseignée. Alors peut-être on fait un bond de quelques années dans le futur, mais comment a été votre approche par rapport à l'éthique? J'imagine que c'est un grand sujet, mais en résumé, comment vous voyez l'éthique par rapport à cette manière non conventionnelle peut-être de faire la guerre ou de faire des affaires et d'autres choses? Vous savez, cette manière non conventionnelle de faire la guerre ne signifie pas que nous sommes sans éthique. Au contraire, je crois qu'il en faut une très forte hein, pour mener des opérations spéciales. Parce que d'abord, nous restons des êtres humains, mais mes parachutistes, c'était mes enfants. C'était mes enfants, j'exagère à peine, si vous voulez. Hein. Nous étions tellement peu nombreux au combat qu'on se connaissait tous. C'est je ne vois pas de différence, si vous voulez, fondamentale d'éthique, euh, si ce n'est peut-être que, je ne sais pas si c'est vraiment proche de l'éthique ce que je vais dire, mais nous avions une coopération les uns avec les autres qui était très forte. Je prends un exemple au Rwanda, encore une fois, c'est quand même le théâtre d'opération principal que j'ai vécu. Eh bien, j'étais devant un problème. Un problème. Qu'est-ce que je fais avec ces Tutsis qui sont en face là? Puis j'avais 4 ou 5 personnes de mon régiment autour de moi, et je leur demande qu'est-ce que vous feriez à ma place? Un caporal-chef me dit moi, je ferais ça. Eh bien, j'ai pris son idée parce que c'était la bonne, et je l'ai adaptée. Si vous voulez, il y a une camaraderie, une fraternité très forte dans les forces spéciales qui existe beaucoup moins dans les autres unités. Je crois que c'est aussi quelque chose de typique des forces spéciales, du moins dans le régiment que j'ai commandé. Mais je pense que c'est Hmm. partout pareil. Bon, en tout cas, la réputation du régiment n'est plus à faire. Alors, Non, vous avez, et on lui la souhaite encore très longue. Vous avez, dans les années 90, travaillé, alors que vous étiez encore donc, à l'armée, dans un groupe de réflexion pour les prospectives. Et j'ai été marqué parce que vous avez dit, c'est que vous travaillez vous réfléchissiez à ce que allait être l'avenir en fonction de données démographiques et de données militaires et économiques, et que vous aviez conclu donc dans les années 90, bien avant moi d'ailleurs, dans mes livres,
que les années 2020 à 2025, 2020-2030 allaient être des années extrêmement difficiles. Nous y sommes, on voit que c'est le cas. Euh, Quelles étaient les tendances lourdes qui vous ont fait, qui vous ont amené ces conclusions à cette époque-là? Il faut le Ouais. faire, Alors, je veux préciser d'abord que c'est normal qu'en 94, vous ne pouviez pas voir comme ça, vous n'aviez que 24 ans. c'est ça. Bien. Ensuite, il faut préciser que la prospective n'est pas de la prophétie. C'est pas lire dans le mar de café, hein. C'est un travail intellectuel à partir de données solides du passé, du présent et de tendances lourdes pour l'avenir qui sont à peu près évidentes. J'en prends un exemple. Nous travaillions pour ce sujet, si vous voulez, euh, le travail qu'on m'avait donné à l'état-major de l'armée de terre, hein. Euh, les années 2020-2030, situation de la France, de l'Europe et du monde dans les années 2020-2030, nous avons travaillé sur, par exemple, la démographie. Eh bien, très récemment, j'ai lu dans un journal quotidien un article sur la démographie mondiale. C'est exactement, à quelques précisions près que nous ne pouvions pas avoir, c'est exactement ce que nous avions écrit, hein, en 95, 14-15. Mais parce que nous nous sommes appuyés sur les travaux de démographes qui Mhm. disaient cela déjà depuis 20 ans, hein. Et ce dont nos hommes politiques, d'ailleurs, se sont contrefichus complètement. Bien. C'est l'une des causes de la situation actuelle. Bien. Donc, nous avons travaillé, bien sûr, sur la démographie, nous avons travaillé sur l'économie, nous avons travaillé sur les technologies, etc., sur beaucoup de choses. Et puis, dans le cadre de l'époque qui était la disparition de l'URSS. Moi, nous travaillions sur ce sujet en 94-15. L'URSS avait disparu en 90 et tout le monde se demandait si la Russie allait survivre. Bien. Tout à fait. Et donc, c'était le cadre principal parce que c'était quelque chose de très, très lourd, si vous voulez, hein. Il y avait des armes nucléaires dans tous les coins et il y avait un développement technologique, armes nucléaires, bactériologiques, chimiques, etc., dans la perspective déjà de l'intelligence artificielle. Bon, et puis, la Russie détenait à peu près tout cela. Et donc, nous étions arrivés à la conclusion que les années 2020-2030 seraient sans doute les plus lourdes de toute l'histoire de l'humanité, à cause de tout ce potentiel militaire, tout ce potentiel avec lequel l'humanité pouvait s'autodétruire en quelques minutes. Bien. Si on ne changeait pas de façon de voir les choses, hein, si on ne visait pas d'abord la paix plutôt que le pouvoir mondial, plutôt que la domination mondiale, etc. Et donc, à ce moment-là, donc je l'ai dit, la Russie, on ne savait pas si elle allait survivre ou non. Et nous avions considéré que l'OTAN, qui était la Russie demandait à entrer dans l'OTAN. Elle demandait à entrer dans l'OTAN. C'est une chose énorme qu'on a oubliée, hein. Et donc, nous avions considéré que l'OTAN, qui était une alliance défensive face à l'URSS, ne se justifiait plus puisque l'URSS s'était écroulé. Et que la Russie ne pouvait pas, dans l'état où elle était à l'époque, manifester de velléité offensive. Bien, donc, il y avait quelques options. Soit on supprimait l'OTAN, bon, après tout, pourquoi pas, hein. Mais c'était ennuyeux pour les Américains, parce que l'OTAN, c'est quand même leur bras armé Mhm. c'était surtout à l'époque, leur bras armé pour obtenir la domination mondiale. Ça, on l'a oublié. Et puis, l'autre option, c'était d'y inclure la Russie. Une autre option, peut-être un peu idéaliste, je ne sais pas, mais qui à l'époque nous semblait quand même pertinente. Nous étions tous qui réfléchissions là-dessus, colonels, ayant fait des opérations, on connaissait l'état du monde, etc. Donc, nous avions suggéré, si cela était possible, d'en faire une alliance militaire mondiale, là, au service de l'ONU, pour apaiser toutes les tensions et favoriser le développement des pays en voie de sous-développement. Bien. Eh bien, aucune de ces options n'a été retenue et l'OTAN a été maintenue dans l'État. Donc, il lui fallait une alliance défensive avec beaucoup d'armement. Il lui faut un ennemi, sinon ça ne sert à rien. Et au même moment, aux États-Unis, je crois que c'est Paul Wolfowitz, je ne peux pas l'affirmer complètement, et disait ou écrivait, c'était l'état d'esprit aux États-Unis, en particulier bien sûr à Washington, n'est-ce pas? C'était si la Russie se relève, nous la détruirons. C'est ça.
Si la Russie se relève, nous la détruirons. Eh bien, c'est cette option-là qui a été gardée. Et donc, moi, j'affirme que les racines historiques de la guerre en Ukraine sont de la responsabilité de l'OTAN et donc de notre responsabilité. Hein, parce qu'en plus, nous avions, le général de Gaulle avait quitté le commandement militaire intégré, Nicolas Sarkozy l'a réintégré. Hein. Et donc, la politique américaine, la politique de l'OTAN, la politique européenne sont, sont les causes profondes de la situation actuelle. Je ne dis pas que Poutine a raison, le problème n'est pas là. Hein. Je ne suis pas pro-poutinien, je ne suis pas pro-poutinien, etc. Ni anti-poutinien. Le problème n'est pas là. Ce que je, ce que je veux, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on retrouve la paix, parce qu'on peut aller très, 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 Oui. très loin. Maintenant, on peut aller très, très, très loin. Je maintiens, nous pouvons aller jusqu'à l'éradication de l'espèce humaine. Ça serait dramatique pour vous et pour tout le monde. Voilà. C'est certain. C'est certain. Nous avons justement, évidemment, ce que vous venez de dire va sûrement résonner très positivement auprès de nos auditeurs. Je rappelle que je m'entretiens ce matin avec le général Didier Tauzin, avec son livre, mais ce n'est pas le seul. J'avais lu votre livre sur qui racontait vos expériences au Rwanda et Oui. qui était une belle défense de l'armée française. Grande justice pour la France et ses soldats. Exactement. Voilà. Donc, apprends-lui à aimer la France, à en crever, que vous trouvez euh, au, Mission de ah, Marseille. les éditions De Martial Marseille. de Marel. Voilà, ça c'est le problème d'avoir besoin des lunettes. Euh, vous, ce que vous venez d'expliquer, effectivement, ce choix de faire tomber la Russie si elle devait se relever, c'est de la détruire, correspond avec, de manière paradoxale, avec des années 2000-2020 où nous avons vu un délitement, une baisse considérable du potentiel militaire, certainement un redimensionnement à la baisse du potentiel militaire de l'OTAN, particulièrement de la France. Et pour ceux qui nous écoutent, je tiens à dire, en tant que très modeste historien amateur de l'histoire, que les forces armées françaises sont probablement les plus prestigieuses de toutes les forces armées de tous les pays du monde. Les Britanniques, excusez-moi, mais vous êtes peut-être en deuxième. Mais dans le prestige historique, la France est le grand pays, peut-être l'Espagne en troisième. Mais voilà, aujourd'hui, Pas les Américains. Pas les Américains. les Américains, ils sont encore trop jeunes pour faire partie du grand prestige. Ils vont venir un peu après, un peu après. Je plaisante. Peut-être en quatrième ou en cinquième. En termes de prestige historique, enfin, il y a des unités formidables aux États-Unis historiquement. Comment vous analysez ce paradoxe voilà, cette ambition de polisser le monde de la part des États-Unis à partir des années 90, et notamment avec les néoconservateurs dont vous avez mentionné l'un des pires, Paul Wolfowitz, mais il y en a bien d'autres, et cette réduction, à l'époque, vous avez connu le corps de bataille français sur le Rhin, vous avez connu cette division d'Aguet formidable qui était très efficace pendant la guerre du Golfe, et aujourd'hui, on a un matériel qui est certes à l'unité très bon, mais avec de manque de pièces de rechange, un nombre suffisamment pas suffisant pour une guerre d'haute intensité, voire même peut-être insuffisant pour maintenir l'ordre dans un pays, on en parlera tout à l'heure, qui pourrait subir des troubles importants. Comment vous voyez cette différence entre les objectifs et la réalité qui s'est produite? Euh, ben, pour moi, c'est très clair. Nous avons des hommes politiques qui ne sont plus des hommes politiques. C'est ça la raison fondamentale. Hein. Ces gens-là, ces gens-là ne sont pas au service de la France. D'ailleurs, je reprends une phrase du général de Gaulle. Je ne suis pas un gaulliste fanatique et de loin, mais le problème n'est pas là. Je peux vous citer Marx, je ne suis pas un marxiste. De Gaulle parlait du système désastreux des partis, hein, auquel il avait mis temporairement fin lorsqu'il a pris le pouvoir en 1958. Eh bien, dès après sa mort, son départ du gouvernement, pardon, de la présidence, ce système désastreux des partis s'est progressivement réinstallé en France. Jusqu'à aujourd'hui,
vivre une tyrannie. La France est en tyrannie, et ce n'est pas le seul pays. Et je pèse mes mots, et je fais la distinction entre tyrannie et dictature. Ce sont des notions très différentes. Le tyran se sert, le dictateur est embauché, si je peux dire, par le souverain pour servir. Bien. Eh bien, nous sommes, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, sous la tyrannie des partis politiques, tyrannie des idéologies, tyrannie de l'argent. Une tyrannie, à l'extrême limite, elle peut tuer, elle peut mettre en prison, etc. Mais avant d'en arriver là, pour se maintenir, elle achète. Elle achète. Elle achète les électeurs. Elle achète, voilà. Et puis, pour cela, pour acheter les électeurs, il faut sacrifier des notions, des éléments très importants du pays, en particulier les armées, parce que les militaires, eux, se taisent. Et c'est pas mal qu'elles se taisent. Ceci étant, il faudrait qu'il y ait des limites au silence. Hein, dans l'armée, moi j'ai vécu plusieurs moments où comme on dit, j'ai ouvert ma gueule. Hein. Eh bien, peut-être y a-t-il lieu maintenant, parce que la situation devient dramatique. La situation, imaginez, l'armée française, maintenant, n'a plus que 4 jours de munitions, je crois que c'est quelque chose comme ça, ou 5 jours. Hein. Et donc, très, très peu de matériel. Elle pourrait tenir un front de 60 km pendant 5 jours. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ridicule. C'est ridicule. Donc, oui, elle est dans les soldats sont toujours d'excellents, j'en connais beaucoup, j'en fréquente beaucoup. Ils sont très, très, très bons. Le problème n'est pas là. Hein. Mais beaucoup maintenant rechignent à s'engager dans les armées parce qu'il n'y a plus, il y a plus il y a plus les matériels, il y a plus les effectifs, etc. Et puis on ne sait pas du tout où on va avec les politiciens que nous avons. On ne sait pas où on va. Hein, ce que j'ai entendu d'Emmanuel Macron ces jours-ci, mais c'est potentiellement dramatique. Potentiellement dramatique. Hein. Le fait qu'il ait signé cet accord avec Zelensky, mais c'est potentiellement dramatique. Il y a plein de gens qui ont peur. Et sachant en plus que nous n'avons plus d'armée, ou presque pas. Les quelques-uns que nous avons sont remarquables. Oui, mais ça ne suffit pas. Ils ne sont pas assez nombreux, il n'y a pas assez de matériel. Hein. Et en plus, nos soi-disant alliés, que les Américains, je crois que c'est De Gaulle, encore une fois, qui disait que les États-Unis sont le seul véritable ennemi de la France. Et j'aurais tendance à le croire. Hein. Bon, maintenant, il faudrait aller chercher plus profond, si vous voulez. Mais peut-être, Louis, une autre question, parce que moi, Non, vous me faites penser à cette phrase de Henry Kissinger qui disait que être un adversaire des États-Unis, c'est dangereux, mais être un allié des États-Unis ou un ami des États-Unis, c'est fatal. Voilà. Voilà. Hein. Et vous avez, je ne sais pas si, je me souviens plus si c'est, je change un peu de sujet, mais je ne sais plus si c'est Kissinger ou Brzezinski, enfin peu importe, hein, qui disait, pour revenir à l'OTAN, que l'OTAN est la clé du pouvoir mondial, la clé de la domination sur le monde. Et il disait aussi que pour détruire la Russie, il faut que l'OTAN s'empare de l'Ukraine. Pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Il faut s'emparer de l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine est la clé pour certains de la destruction de la Russie. Voilà aussi une raison pourquoi on s'acharne. Parce que les États-Unis savent très bien, l'OTAN sait très bien que aujourd'hui nous sommes comment dire, en voie de désagrégation. Hein. Le pouvoir de l'OTAN, le pouvoir des États-Unis sur le monde est en train de s'agréger. Nous sommes en voie d'affaissement depuis pas mal de temps maintenant, mais ça va continuer. Hein. Et puis, moi, ce que je crains de la part de l'OTAN, en particulier des Américains, c'est ce que j'appelle le réflexe du fauve blessé et acculé. Un fauve, un tigre grièvement blessé et acculé, il fonce. Il fonce. Hein, il sait qu'il va mourir, mais il fonce pour en tuer le maximum en face. Et je crains un petit peu ce réflexe maintenant de la part de certains Occidentaux. Sachant, et je reviens à ce que je voulais dire, que plus profondément, si vous voulez, euh, il faut toujours regarder loin, très loin dans l'histoire si on veut comprendre quelque chose et puis préparer l'avenir. L'Occident est se suicide. L'Occident se suicide. Hein. Et ça, cela dure depuis presque 1000 ans maintenant, si on veut creuser les choses plus profondément, hein, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a un fait, la civilisation européenne est d'origine catholique. On n'y peut rien. Qu'on soit catholique ou pas, le problème n'est pas là.
Eh bien, depuis maintenant longtemps, en particulier depuis la Renaissance, mais ça avait commencé avant, eh bien, nous sommes éloignés de nos racines catholiques, chrétiennes, hein, jusqu'au moment de la Révolution française, instituer la déesse raison. Mhm. Est-ce raison? Alors que le christianisme est fondé sur l'unité de la raison et de la foi. Mhm. Le pape Benoît XVI a écrit quelque chose sur le sujet, n'est-ce pas? On s'est éloigné de nos racines jusqu'à créer la déesse raison et à inventer toute une série d'idéologies, puis maintenant on en invente tous les 15 jours. Et le principe même, pas le principe, le résultat quasiment automatique des idéologies, c'est qu'elles s'opposent les unes aux autres. Et elles utilisent les hommes et les femmes, et elles utilisent les êtres humains pour s'opposer les unes aux autres. Donc on aboutit à la division permanente, à l'effritement de la civilisation occidentale. Et donc, on va vers la perdition. C'est tout simplement. Et ce que nous vivons en ce moment en Ukraine, ce n'est qu'un élément de tout ce processus de désagrégation, de suicide de l'Occident. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est très clair et je pense que c'est très vrai en plus. Alors, vous avez tenté de donner l'alerte. En 2015, vous avez publié euh, un manifeste qui s'appelle Rebâtir la France, qui donnait quelques pistes assez précises d'ailleurs de réflexion pour rebâtir la France. Vous avez été candidat en 2017. Petite Candidat à la question. candidature. Candidat à la candidature. Candidat à la candidature, voilà. Et c'est vrai que c'est un modèle qu'on n'a pas ici en Suisse, puisque notre système pour être candidat à la candidature, c'est très simple. En revanche, euh, comment est-ce possible que quelqu'un de votre envergure n'obtienne pas 500 signatures? Est-ce qu'il y a quelque chose de pourri dans le système français de ce point de vue-là? Le système français est pourri. Il est pourri, c'est clair. Hein. Et donc, je veux dire, en fait, la décision de me lancer a été prise. Il a fallu que mes camarades me poussent un petit peu parce que je n'avais pas vraiment envie d'y aller, mais enfin, peu importe. Hein. En septembre 2016, donc on s'est lancé à fond à ce moment-là. En décembre, nous avions 250 promesses de parrainage, alors qu'il faut 500 parrainages effectifs. Bon. En janvier, François Fillon a dû quitter la scène, vous le savez, et à ce moment-là, si vous voulez, dans la même semaine, 5 députés et sénateurs m'ont appelé. J'ai passé une demi-heure avec chacun. Chacun m'a dit à la fin de la conversation, je vous trouve 50 parrainages dans ma circonscription, ce qui est le maximum légal. Ça me faisait 250 parrainages d'un seul coup, c'était quand même pas mal. Mhm. Et deux qui m'ont demandé, acceptez-vous d'être le candidat hors parti face à Marine Le Pen? Comme je suis un peu fou venant des forces spéciales, c'est normal. J'ai dit oui. J'imaginais bien qu'il y avait des conditions derrière. Je ne les ai pas demandées. Et la semaine suivante, je vais en Bretagne pour rendre visite à 100 maires que le conseiller Bretagne, avec lequel notre relais Bretagne, si je peux dire, avait pris rendez-vous. Et puis je suis appelé par un avocat au barreau de Paris, un Sénégalais d'origine que je connaissais. C'est très bien ce que tu fais. Écoute, tu viens chez nous. Hein, chez vous? Ben oui, au Grand Orient. Alors j'ai dit non, hein, parce qu'on ne peut pas servir de maître, si vous Ah voulez. Soit non. on sert à France, soit on sert à une loge maçonnique, parce que c'est tout, ou autre chose. Hein. Soit on sert la France, bon, j'ai choisi de servir la France. Donc j'ai dit non. Sur les 100 maires, j'en ai rencontré 10 qui n'ont pas pu se défaire. Et puis les autres n'ont pas pu, parce qu'ils ont reçu des pressions. Et puis au bout du compte, eh bien, j'ai terminé avec 84 parrainages effectifs. Mais par deux fois. Je prends un exemple. J'étais en conférence, je ne sais plus où, peu importe, un mois après la présidentielle, et quelqu'un me prend à part, un homme me prend à part, en regardant partout, me dit, mon général, euh, j'ai quelqu'un de ma famille qui était au Conseil constitutionnel, il était à la commission des parrainages, et puis, eh bien, je peux vous dire, vous avez eu 1000 parrainages. Bon, oui, 1000 parrainages. Donc, nous avons téléphoné au maire qui avait promis leur parrainage, mais oui, mais en général, je vous ai parrainé. Et bien, on a retrouvé sur d'autres listes, ou bien on ne les a pas retrouvés. Oui, le système est pourri. Et c'est l'une des raisons pourquoi la France s'écroule. Ouais.
Comme d'ailleurs la plupart des pays occidentaux, parce que c'est un peu partout pareil. Oui, Hein. oui, oui. Comment? Oui, oui, j'allais dire oui, et Suisse comprise, malheureusement. Je Alors, sais embrayons sur ce thème, parce que c'est le thème qui nous intéresse réellement. Aujourd'hui, France, en 2024, nous sommes au bord d'envoyer une armée inexistante et certainement dans l'incapacité de lever une armée de masse, peut-être en Ukraine. Ça n'a aucun sens, une économie qui se délite, un pays où, vous en faites allusion dans votre livre, un pays qui est de plus en plus contrôlé ou dirigé par des sociétés secrètes ou occultes. financière. L'ombre des États-Unis plane quand même sur beaucoup de décisions, voire sur des rapines financières et industrielles, des rares industries qui restent. Bon, comment vous voyez à la fois la situation, si on prend une photo de la situation actuelle, et comment vous voyez éventuellement un redressement? Est-ce que ça passe par du bonapartisme? Est-ce que ça passe par le populisme? Est-ce que la tradition révolutionnaire française revient? Comment vous voyez, comment on se sort de ce bourbier? Alors là, alors d'abord, comment je vois la situation? Potentiellement, attention, rien n'est sûr, en particulier le drame, le pire n'est sûr que lorsqu'il est survenu. Hein. Avant, on a toujours possibilité de l'empêcher. Bien. Eh bien, je crois que nous pouvons encore une fois aller au pire, c'est-à-dire à une quasi-éradication de la population mondiale. Bien. Si on se laisse aller. Bon, ceci étant, on a des degrés inférieurs. Je reviens quand même là où le pire, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'en ce moment, ça pète partout. Ça va mal partout. Hein. En Afrique, alors, un exemple, l'Afrique, non d'une pipe, pardon. J'étais en séjour au Burundi en 88-90. Et puis, à cette époque-là, un de mes subordonnés décide, il était célibataire, de rentrer de Bujumbura, au sud de l'Équateur, jusqu'à Mont-de-Marsan en voiture. Ah, Et vache. son frère l'a accompagné, il est revenu de France pour l'accompagner. Hein. Aucun problème de ravitaillement, aucun problème de sécurité. Aucun problème. Ils ont traversé donc le Zaïre à l'époque, la République centrafricaine, le sud du Tchad, le Niger, etc. Et pour arriver en Espagne, il y a aucun problème. Maintenant, il y a des problèmes partout en Afrique. En ce moment, les Kivus, les massacres à tour de bras. On parle toujours du génocide de Tutsis en 94, mais on en est à pas loin de 20 millions de morts qui ne sont pas Tutsis. Bon, partout, ça pète en Afrique. L'Amérique du Sud, bah, ça commence à bouger. Le Proche-Orient, etc., etc. Donc, le monde entier, en ce moment, est dans une phase, c'est une guerre, pas mondiale, mais une situation de guerre mondialisée. C'est un peu différent. Ensuite, vous pouvez avoir, notamment dans notre pays, nous, la France, un processus euh, qui, euh, qui pourrait conduire à une forme de guerre qui serait à la fois civile, ethnique, raciale, religieuse, avec des dégâts gigantesques. Avec des dégâts gigantesques. Ça, c'est possible. On n'y est pas. Mais il faut dire que nos politiciens, involontairement, parce qu'ils ne sont pas tellement futés, hein, font tout ce qu'il faut pour qu'on y arrive. Ce n'est pas un problème. Ils feront comme en 40, n'est-ce pas? Ils s'en iront. Il n'y a plus de maréchal, donc ils trouveront un vieux général pour prendre les. Et ensuite, ils le condamneront au bord. C'est tout. Ouais. Voilà. Et donc, on peut avoir des situations très, très, très dures. Maintenant, comment en sortir? Je me pose la question tous les jours. Le chemin politique, je veux dire, le chemin des élections, en l'état actuel des choses, n'est pas pertinent. D'ailleurs, j'ai prévenu le maire de mon village que désormais, étant donné bon, je ne voterai que plus que pour les municipales. Tout est cadenassé maintenant, à tous les niveaux. Bien. Donc, j'attends, je surveille en permanence, je continue de travailler sur mes réseaux, etc. Et puis, je ne sais pas exactement, parce que le peuple de France lui-même, c'est facile de dire le peuple n'a qu'à, d'accord, mais le peuple est complètement désorganisé.
hein. Même par rapport à mon enfance, c'était déjà désorganisé par rapport au siècle précédent, si vous voulez, hein. Les liens sociaux se sont beaucoup distendus, beaucoup abîmés. Je ne sais pas si on peut encore parler d'un peuple de France aujourd'hui. Je ne Mhm. sais pas, je ne suis pas certain, hein. Non. Et donc, mais il faudrait quelque chose pour. Je faisais tout à l'heure la distinction rapide entre le tyran et le dictateur. Il faudrait que le peuple de France, et là je ne parle pas pour moi parce que 74 ans bientôt, ça va, mais bon, s'il faut, on dira, hein. Mais il faudrait que le peuple décide de donner le pouvoir à un dictateur. Je pense de plus en plus, Mhm. hein. C'est-à-dire un homme ou une femme. Vous pouvez avoir de bonnes dictatrices en France d'aujourd'hui, hein, à qui on donne tous les pouvoirs pendant un certain temps. C'est ça le dictateur. Ça. Le, le souverain, le peuple souverain va chercher quelqu'un, lui dit maintenant tu rétablis l'ordre, puis quand c'est fini, tu retournes dans ton potager. Voilà, Caligula. Et oui. Et, bien, et donc il faudra arriver à cela parce que on est dans une situation qui est potentiellement dramatique. Et ça, la tension monte en permanence, tous les jours. Tous les jours, moi je le vois autour de moi, même à la campagne. Et je viens de recevoir une vidéo sur quelque chose qui se passe à Bordeaux, mais c'est dingue, c'est ahurissant. C'est partout pareil. Maintenant, il faut qu'on en sorte. La révolte des agriculteurs, elle est manifeste, elle aussi. Elle manifeste que ça peut aller très très mal. Voilà. Bon, Alors, je ne sais non, non, ceci mais étant, ceci étant, attendez, pardonnez-moi, hein. Quand je dis il faudrait que le souverain, c'est-à-dire le peuple, fasse ceci, je n'appelle surtout pas. On m'a demandé des dizaines de fois, mais pourquoi tu ne fais pas un coup d'État? C'est pas la peine. Le sang va couler, et puis c'est voué à l'échec. Mhm. C'est voué à Ouais. l'échec. Complètement voué à l'échec. Et puis je réponds en général, oui, et puis pendant ce temps, toi, tu regarderas ça à la télé avec ton cigare et ton whisky, hein, voilà. Et donc, non, c'est pas la peine, c'est voué à l'échec. Je n'appelle surtout pas la violence. J'ai connu 4 guerres civiles. 4 guerres civiles sur le terrain. Eh bien, je prie tous les jours pour que mon pays n'arrive pas à ça, hein. Donc, ce n'est pas la violence, hein, mais il faut quelque chose de ferme maintenant pour en sortir, sinon on va à la catastrophe. Non, non, tout à fait. Alors, c'est un sujet très lié. Lorsque je lisais votre livre, un chapitre m'a fait sourire parce que vous parliez de la rencontre la plus importante de votre vie. Ah, Et d'un côté, quand je l'ai lu, je me suis dit que votre épouse allait être mécontente que ce ne soit pas à son sujet. Mais en réalité, bien sûr, c'est au sujet de quelque chose d'encore plus important qu'une charmante épouse. C'est bien sûr votre rencontre avec Jésus. Racontez-moi un petit peu l'importance de la spiritualité, de la foi dans un parcours de vie comme le vôtre. écoutez, j'en ai pris conscience donc lors de cette retraite spirituelle selon les exercices de Saint Ignace. J'avais 25 ans. Je rentrais d'une séance de quelques mois de ce garde du corps du président Houphouët-Boigny, et puis là, enfin, après un père ancien combattant, le Britannique militaire, Saint-Cyr, la formation costaud à Bayonne, etc. Enfin, je prends conscience du fait que je peux tuer, faire tuer des camarades et me faire tuer. Et là, un électrochoc. J'ai failli quitter l'armée. Et donc, une dame, qui aurait pu être ma mère, m'emmène faire une retraite de Saint-Ignace et j'ai une révélation fantastique, personnelle, dont je ne parlerai pas, je vais me mettre à pleurer, personnelle. Je ne peux pas douter, c'est clair. Bien. Et ça a complètement transformé, si vous voulez, ma façon de voir les choses. J'ai pris l'habitude de dire que euh, c'est devenu le logiciel de ma vie, tout entier, hein, de tout entière, pardon, le logiciel de ma vie. Et on fonctionne toujours selon un logiciel. Les uns, c'est le libéralisme, les autres, c'est le marxisme, les autres, c'est la consommation de drogue, etc., etc. Ben, moi, c'est le catholicisme. Bien. Et à partir de là, j'ai fait une vingtaine de retraites ignatiennes dans ma vie. Toutes m'ont beaucoup apporté à des degrés divers. Euh, ça m'a, ça m'a libéré, par exemple, dans mon métier d'officier, donc ça a confirmé ma vocation militaire. Ensuite, en opération, j'en ai quand même fait une petite trentaine, n'est-ce pas? C'est pas mal. En opération, je jugeais toujours les ordres que je recevais à l'aune, à la lumière de ma foi, ce qui m'a amené plusieurs fois à désobéir en opération.
et non pas au quartier. Et puis, si vous voulez, ça a éveillé mon intelligence, mon attention à ce qu'on appelle depuis maintenant 150 ans à peu près la doctrine sociale et politique de l'Église. J'ai toujours été intéressé par la politique, toujours, hein. La doctrine sociale et politique de l'Église. Ça m'a amené donc à étudier toutes les autres doctrines, ou plutôt idéologies politiques, le marxisme. J'ai même lu le livre vert de Kadhafi, hein, dont je n'ai rien retenu, mais bon, j'ai quand même Hmm. lu. Et puis, et la doctrine sociale et politique de l'Église, qui est quelque chose de gigantesque, gigantesque, je l'affirme. Parce que, alors que toutes les idéologies arrive finalement à instrumentaliser l'être humain au profit de l'idéologie ou bien au profit du fric, de l'argent, eh bien, la doctrine sociale de l'Église met l'être humain au pinacle. Il n'y a pas de création plus importante que l'être humain. Voilà, il n'y en a pas, hein. Et tout doit être mis au service de son développement personnel intégral. L'argent d'abord, mais aussi la politique, mais aussi, enfin tout, quoi. Ouais. Et ça, c'est si il faut dire que même si l'expression doctrine sociale et politique de l'Église n'existait pas, c'est ce qui a été le fondement de notre civilisation européenne et chrétienne. Il faut bien voir les changements radicaux qu'il y a eu par rapport à l'Empire romain à partir de l'évangélisation, de la christianisation. N'oublions pas, par exemple, que à la fin de l'Empire romain régnait toujours la loi du pater familias, qui avait le droit de vie et de mort sur ses enfants, sa femme, etc. Et l'Église arrive et leur dit au père, attendez, arrêtez vos bêtises, parce que vos enfants et vos épouses ont la même grandeur que vous, la même... je cherche le mot, peu importe. Unité, oui, oui. Voilà, hein, la même dignité que vous. Merci beaucoup, hein. Et bien sûr, il a fallu 2 ou 3 siècles, je ne sais pas, pour mettre cela. Mais ça a débouché sur l'égale dignité de l'homme et de la femme. C'est Mhm. énorme, hein, qui est vieille de 2000 ans chez nous en Occident. Mais on y revient maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle a été détruite par le Code Napoléon en particulier, qui Mhm. a réduit la femme à quelque chose de mineur. Mais il y a autre chose de très important. Euh, Par exemple, après la chute de l'Empire romain, tout l'Occident, en particulier notre territoire gaulois à l'époque, hein, la Gaule franque, il y avait des guerres en permanence, hein. Et c'est avec cette discipline issue du catholicisme que on a d'abord dit, ah non, pas la guerre le dimanche, jour du Seigneur, pas la guerre les jours de fêtes religieuses, ensuite pas la guerre la nuit, ensuite pas la guerre pendant les moissons, etc. etc., hein. Et ensuite on a créé une éthique de la guerre avec la chevalerie, bien, Ouais. si bien qu'on a apaisé tout cela et on a réduit la méchanceté, la dureté de la guerre, qui revient maintenant à marche forcée. J'ai un camarade capitaine de vaisseau, un marin, qui a écrit un article il y a quelque temps, un article parlant de la reprimitivisation de la guerre, c'est-à-dire on retourne dans la guerre primitive, hein, dans laquelle le gars d'en face, eh bien, on le tue, c'est tout. On ne cherche pas à en faire un prisonnier, non, non, on le tue, terminé. Éventuellement, en lui faisant beaucoup de mal. Eh bien, on y revient à ça maintenant. Ouais. C'est-à-dire que on revient à l'âge de pierre. Oui, je crois que vous et moi, et surtout vous, vous en avez vu de ces histoires de guerre primitive en Afrique. Hélas, elles sont extrêmement brutales et presque parfois difficiles à raconter. Oui. Cette, le paradoxe, j'en parle dans mon dernier livre, mais je trouve fascinant cette approche de la chrétienté en Europe, du catholicisme évidemment en particulier, c'est que paradoxalement, c'est parce que, et c'est uniquement le catholicisme dans le monde qui permet la modernité et qui est à la fois le danger pour lui-même. Et c'est un paradoxe assez étonnant et unique. C'est pas dans le monde de l'islam où on nous apprend à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas dans le confucianisme ou certainement pas dans le bouddhisme où on nous apprend à cette égalité entre les hommes et de rendre la valeur de l'individu euh, égale aux yeux de Dieu pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir bâtir sa vie, mais aussi le monde pour une forme de progrès, mais un vrai progrès, pas un progrès, pas les cheveux bleus,
et pas le Ouais. changement de sexe. C'est un vrai problème, un vrai progrès de confort, mais aussi de grandeur d'âme qui passe par le confort. On a beaucoup plus de temps pour réfléchir quand on a un peu de confort que quand on doit travailler la terre avec ses mains Bien sans sûr, outils. bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. un paradoxe étonnant, ne trouvez-vous pas? Mais bien sûr, c'est un paradoxe étonnant. Mais euh, alors, comment dirais-je? Je cherche le, je cherche le biais. Euh, je crois, voyez-vous, et ce n'est pas un rejet des autres peuples, etc. Certainement pas. C'est pas du tout moi ça. Tout à fait, Hein. tout à fait. Je crois vraiment que le christianisme, et tout particulièrement le cœur du christianisme, le catholicisme, est la seule véritable religion. Il y a là aussi, bien sûr, sont nos frères dans la foi, comme disait Jean-Paul II, qui sont les juifs. Oui, bien sûr. Les juifs qui ont tout fait depuis 2000 ans pour rejeter le christianisme. Il faut voir. Bien sûr, bien euh, sûr. oui, c'est ça clair. Hein. Bien Bon, sûr. et il y a aussi une autre religion, c'est évident, Plus que de rejeter même. Même de l'islam. détruire. Mais les origines de l'islam, qu'on le veuille ou non, et que les musulmans le sachent ou non, est dans le christianisme. L'origine de l'islam est dans le christianisme et dans le Bien sûr. judaïsme. Bien sûr. Hein. Les premières pièces, il y a un livre très intéressant d'ailleurs de Odon Lafontaine, je ne sais plus le titre, Les origines de l'islam. Je l'ai là-bas. Vous l'avez là. Je l'ai dans une des Et bibliothèques. donc bien sûr, les musulmans ne le savent pas, mais l'islam qui était, qui est né au moment de l'Empire byzantin, 630, etc., les premières pièces musulmanes étaient marquées d'une croix. Mhm. Une croix. Hein, c'est-à-dire que vraiment, l'islam a des origines. Ben, voilà. Hein. Je vois que c'était Et, je vois que c'était l'intendant, le comptable de Mohammed et de son première épouse, euh, et- qui était, je sais jamais, mais la propriétaire de la caravane que Mohammed gérait, son comptable était un moine chrétien. ah oui, oui, c'est possible. Je m'en souviens pas, j'y étais pas. Et je crois que c'est mentionné dans un des hadiths, mais bon, Peut-être, peut-être, spécialiste. peut-être, peut-être, peut-être. Hein. Mais si vous voulez, je crois qu'il n'y a que trois religions révélées dans le monde. Hein. Bon, Mhm. d'autres religions bien. Mais le judaïsme et l'islam sont sans cesse en train de taper sur le christianisme, le Mhm. catholicisme. Ah ouais. Et c'est l'une des causes de la déliquescence de la situation. L'une des causes, ce n'est pas la seule, hein, de la déliquescence du monde actuel. Il y a aussi la division du christianisme. Bon. Mais alors, tout ça pour dire que pour euh, sauver la baraque, si on peut dire, hein, eh bien, je ne vois pas d'autre solution que, je parle là de politique, je ne parle pas d'envoyer tout le monde à la messe, ce n'est pas le sujet, je ne parle pas d'une religion d'État, non, mais il faudrait revenir à des principes politiques tirés du christianisme. La doctrine sociale et politique de l'Église est remarquable pour cela. Et encore une fois, elle n'oblige pas tout le monde à la messe, hein, ce n'est pas le sujet. Elle peut s'appliquer à des juifs, à des musulmans, n'importe quoi. Et je crois qu'on y reviendra. Euh, Peut-être un peu tard, après beaucoup de dégâts, mais quand je vois les changements dans la population française aujourd'hui, et c'est fou, le nombre de musulmans qui deviennent chrétiens. Mhm. C'est Aussi. fou, on n'en parle pas. On parle toujours des Européens qui deviennent musulmans, mais on ne parle pas des musulmans qui deviennent chrétiens. On ne parle pas non plus du renouveau de la foi dans les jeunes générations. Donc ça viendra. Ah, peut-être qu'il y aura beaucoup de dégâts avant, mais ça viendra. Et, écoutez, l'avenir à court terme est, à mon avis, potentiellement très dur. Potentiellement très dur. Si on évite le pire, eh bien, en fin de siècle, les choses iront beaucoup mieux. Même vous qui êtes plus jeune que moi, ne serez plus là pour le voir. C'est vrai. C'est vrai. Hein, mais pour nos petits-enfants et petits-enfants. Bien, voilà. C'est pour eux qu'on travaille. Ah Je ben oui, rappelle, et avant de conclure, je rappelle que vous avez écrit Apprends, lui, à aimer la France, à en crever, vos mémoires, qui est un livre formidable que je conseille. Vous concluez d'ailleurs ce livre avec, et j'ai beaucoup apprécié ce très court texte qui est la Grande Charte de France.
qui pourrait Merci. s'appliquer à tous les pays en fait occidentaux qui sont parce que malheureusement il n'y a pas que votre beau pays qui va mal. Nous sommes de nombreux pays à subir l'Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni, c'est un désastre probablement pire que la France. Et c'est dire, et la Belgique, on n'en parle même pas. Même l'Allemagne aujourd'hui, elle est en phase Ah oui, d'effondrement. oui, oui. L'Allemagne, ils sont carrés. Non, bah non, ils se sont Oui, je suicidés. crois que la Grande Charte de France, alors nous l'avions rédigée pour la présidentielle de 2017. On a beaucoup travaillé sur le sujet, énormément, hein. Et cet texte très court, oui, effectivement, qui pourrait être comment dire, la référence de toutes les lois, de tous les, de tout, de toutes les, voilà. Et ça servirait à unifier les peuples et même l'humanité, parce qu'on pourrait dériver la Grande Charte de France en Grande Charte de l'humanité, hein, qui Mhm. remplace les trucs de l'ONU qui maintenant sont complètement Ouais. manipulés, etc., etc., hein. Mais pour ça, il faut une main costaude, il faut le vouloir, déjà au niveau national. Ça réunifierait, ça apaiserait. euh, Bon, merci. Alors, dernière question, peut-être je la mettrai à un moment dans l'entretien, mais je voulais quand même la poser, et c'est peut-être la question difficile ou dure de l'entretien, mais je crois que vous en avez vu d'autres, donc ça va aller. Euh, Si demain, le président de la République ordonnait à l'armée française et à une partie de la population d'être recrutée et d'être envoyé, on va dire, dans une guerre au hasard à l'Est, sur le front de l'Est, mais dans une guerre qui n'est ni dans les intérêts du pays et qui pourrait signifier inutilement le massacre d'une grande partie de la population française. Dans quelles conditions il faudrait dire non, désobéir, ne pas la faire? C'est une question ancienne hein, dans le monde militaire. Obéir ou refuser, c'est pas simple. Est-ce que vous auriez une réponse relativement courte à ce dilemme? Je sais ce que je ferais si j'étais en activité et en responsabilité, mais je ne répondrai pas à cette question parce que je ne veux pas gêner mes camarades qui sont en activité. C'est leur responsabilité, ils sont formés, sont des gens remarquables, remarquables, hein. Eh bien, ils connaissent le devoir, ils aiment la France, c'est à eux de décider. Et je ne dirai rien qui pourrait les gêner. Je crois que c'est une très bonne réponse. Mon général, je vous remercie beaucoup Merci, monsieur. et à très bientôt. À très bientôt.